La première chose que j'ai remarquée, ce n'était pas le silence. C'était l'espace vide, dans mon garage. Pendant une seconde, j'ai honnêtement cru que je m'étais garé dans la mauvaise allée. Je me tenais là, dans mon uniforme de l'armée, un sac marin suspendu à mon épaule, fixant le béton lisse, là où le Ford F-100 de 1968 restauré de mon père avait trôné pendant des années. Il y avait de fraîches traces de pneus, menant vers l'allée extérieure, mais le camion avait disparu. Quand j'ai demandé à mon mari où il était, il a à peine levé les yeux de la télévision. Je l'ai vendu. J'ai ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que mon esprit refusait de croire que je venais d'entendre ces mots. Je m'appelle Claire Morgan. J'ai 46 ans, et j'ai passé plus de 20 ans à servir dans l'armée américaine, en tant qu'officier logistique. La majeure partie de ma carrière s'est déroulée à Fort Campbell, du côté du Kentucky, à la frontière du Tennessee. Le travail n'est pas glamour, mais je l'adore. J'aime résoudre les problèmes. J'aime m'assurer que tout le monde a ce dont il a besoin, avant que les choses ne tournent mal. Ce à quoi je n'étais pas préparé, c'était de rentrer chez moi 3 semaines plus tôt que prévu, et de trouver ma propre vie complètement bouleversée. J'avais gardé mon retour secret. L'exercice d'entraînement en Louisiane s'était terminé en avance, et je voulais faire une surprise à Eric. Nous étions mariés depuis 19 ans. Dernièrement, les choses semblaient distantes. Rien de dramatique, juste 2 personnes naviguant à travers la routine. J'ai pensé qu'un retour inattendu pourrait nous rappeler qui nous étions autrefois. Je me suis arrêtée à un crochet en dehors de Hopkinsville, et j'ai acheté sa tarte aux noix de pécan préférée, un poulet rôti, et un pack de 6 root beers qu'il adorait depuis l'université. Cela semble idiot maintenant, mais j'ai vraiment souri, pendant tout le trajet du retour. La maison était exactement la même. L'herbe fraîchement coupée, le drapeau américain près du porche, les carillons éoliens que mon père avait fabriqués des années auparavant. Tout semblait normal, jusqu'à ce que j'appuie sur la télécommande du garage. La porte s'est mise à cliqueter vers le haut. Puis, mon cœur a chaviré. Le garage semblait vide. Le camion de papa était toujours garé sur le côté gauche, recouvert d'un tissu gris et doux, chaque fois que j'étais absente. Maintenant, il n'y avait plus rien, à l'exception d'une vieille tache d'huile, et de la marque où les pneus avaient reposé pendant des années. J'ai posé mes sacs de course, sans même m'en rendre compte. Eric, ai-je appelé. Il a répondu de l'intérieur. Par ici. Sa voix semblait parfaitement détendue. Je suis entrée dans le salon, m'attendant toujours à une explication raisonnable. Peut-être qu'il l'avait pris pour faire le plein. Peut-être qu'il l'avait inscrit à une exposition automobile locale. Peut-être. Où est le camion de papa? Eric a mis la télévision en sourdine. Oh, a-t-il haussé les épaules. Je l'ai vendu hier. Les mots sont restés suspendus entre nous. Tu as quoi? Je l'ai vendu. Il l'a dit exactement de la même manière que quelqu'un dirait qu'il a nettoyé les gouttières. J'ai attendu qu'il sourie. Il ne l'a pas fait. Tu as vendu le camion de mon père. Il ne faisait que prendre la poussière là-bas. J'ai senti mon visage chauffer. Ce camion appartenait à mon père. Il est décédé il y a 8 ans, Claire. Je sais exactement quand mon père est mort. Eric s'est adossé dans son fauteuil. Tu ne le conduisais pas? Je n'ai pas besoin de le conduire tous les jours. Il prenait de la place. Non, ai-je dit doucement. Il restait exactement là où mon père l'avait laissé. Il a soupiré, comme si j'étais celle qui posait problème. Maman a toujours rêvé de voir l'Europe, avant d'être trop vieille pour en profiter. Je l'ai dévisagé. Qu'est-ce que ta mère a à voir avec mon camion? Je l'ai vendu pour payer le voyage. Pendant quelques secondes, je n'ai honnêtement pas pu assimiler la phrase. Tu as vendu le camion de mon père, pour que ta mère puisse passer des vacances en Europe? Elle aura 70 ans au printemps prochain. Alors elle mérite de profiter de la vie. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Ce n'était pas à toi de prendre cette décision.
Eric a croisé les bras. C'était juste un vieux camion. Juste un vieux camion. Pour lui, peut-être. Pour moi, c'était des samedis matins, couvertes de cambouis à côté de mon père. La musique country jouant sur une petite radio, en équilibre sur l'établi. Apprendre à reconstruire un moteur, avant même d'avoir appris l'algèbre. Écouter papa raconter des histoires sur le Vietnam, tout en me tendant la bonne clé, avant même que je ne la demande. Ce camion n'était pas cher. Il était irremplaçable. J'ai dégluti difficilement. À qui l'as-tu vendu? Je ne m'en souviens pas. Tu ne t'en souviens pas? Il a de nouveau haussé les épaules. Un type du Tennessee. J'ai regardé en direction du garage, puis je suis revenu vers mon mari. Pour la première fois en 19 ans, j'ai réalisé que je ne connaissais peut-être pas du tout l'homme, assis devant moi. Je n'ai pas crié. Cela nous a surpris tous les deux. D'habitude, quand Eric allait trop loin, j'élevais la voix, et il m'accusait de faire des drames. Cette fois, je suis juste restée là, les mains le long du corps, à écouter le bourdonnement de la télévision derrière lui. Combien, ai-je demandé. Il a détourné le regard. Pour combien l'as-tu vendu? 28 000. Mon estomac s'est noué. Un Ford F-100 de 1968, correctement restauré, pouvait se vendre beaucoup plus cher, selon le moteur et l'état. Celui de papa avait le V8 d'origine, une nouvelle sellerie, et chaque reçu, depuis le premier boulon qu'il avait remplacé. Mais le prix n'était pas ce qui faisait le plus mal. Eric avait réduit 20 ans du travail de mon père, à un simple chiffre. Où est l'argent? Je l'ai transféré à maman. En totalité. Son voyage coûte plus cher que tu ne le penses. Je suis allée dans la cuisine, parce que j'avais besoin de m'accrocher à quelque chose de solide. La tarte aux noix de pécan était toujours dans le sac de course, penchée sur le côté. La garniture avait coulé contre le couvercle en plastique. Je l'ai fixé, et j'ai failli rire. J'avais dépensé $10, pour essayer de surprendre mon mari, et il avait dépensé le camion de mon père, pour surprendre sa mère. Mon téléphone a sonné, avant que je ne puisse dire quoi que ce soit d'autre. C'était Linda. Eric avait dû lui envoyer un message. Claire, a-t-elle dit joyeusement. J'ai entendu dire que tu étais rentrée plus tôt. Où es-tu? À l'agence de voyage, à Nashville. Bien sûr qu'elle y était. Linda n'avait jamais fait confiance au site web. Elle aimait s'asseoir en face d'une vraie personne, pour choisir ses hôtels, comme si l'agent allait inspecter personnellement chaque thé d'oreiller. Tu savais qu'il vendait le camion. Il y a eu un silence. Puis, elle a soupiré. Ma chérie, il n'était pas utilisé. Il n'était pas à toi. Eric est ton mari. Cela ne fait pas de ma propriété la sienne. Elle a baissé la voix, comme le font les gens quand ils veulent avoir l'air raisonnable, tout en disant quelque chose de scandaleux. Ton père est parti depuis longtemps. À un moment donné, tu dois arrêter de construire un sanctuaire. J'ai agrippé le comptoir de la cuisine. Les mains de papa avaient façonné ce camion. Il avait reconstruit le carburateur après sa première crise cardiaque, parce qu'il disait que rester assis le faisait se sentir plus vieux. Quand j'avais 16 ans, il m'a appris à le conduire sur une route de gravier, à l'extérieur de Bowling Green. J'ai calé 4 fois. Il ne s'est jamais mis en colère. Il a juste tapoté le tableau de bord, et a dit, elle est têtue. Toi aussi. Vous finirez par vous comprendre. Des années plus tard, avant mon premier déploiement, il m'a remis les clés. Garde-la dans la famille, avait-il dit. C'était la seule promesse qu'il m'avait jamais demandé de faire. Linda, ai-je dit, ne dépense pas cet argent. Elle a lâché un petit rire. Les acomptes sont déjà payés. L'appel s'est terminé. Je suis retournée dans le salon. Eric avait de nouveau monté le volume de la télévision. Donne-moi le nom de l'acheteur. Je t'ai dit que je ne m'en souvenais pas. Alors montre-moi l'acte de vente. Son visage a changé.
Seulement légèrement, mais après 19 ans, je l'ai remarqué. Pourquoi? Parce que mon nom est sur la carte grise. Il s'est frotté le côté de la mâchoire. Nous avons géré ça. L'acheteur avait des papiers. Quels papiers? Eric s'est levé. Claire, ne transforme pas ça en une sorte d'enquête militaire. Cette réponse m'a tout dit. J'ai appelé le bureau du shérif du comté de Christian. Un adjoint est passé, juste après 19 heures. Il était poli, d'âge mûr, et prudent avec ses mots. Eric a produit la photocopie d'un acte de vente, portant ma signature. Cela semblait presque correct. Presque. L'adjoint l'a étudié, puis m'a regardé. Madame, êtes-vous en train de dire que vous n'avez pas signé ceci? J'étais en Louisiane, quand ce papier a été daté. Eric a pâli. L'adjoint a expliqué que les litiges de propriété pouvaient devenir compliqués, d'autant plus que l'acheteur semblait avoir acquis le camion de bonne foi. Il m'a conseillé de contacter un avocat, et de déposer un rapport officiel pour fraude. Après son départ, je me suis assise seule, à la table de la cuisine. À 21h14 ce soir-là, mon téléphone a sonné, affichant un numéro inconnu du Tennessee. J'ai failli l'ignorer. Puis, j'ai répondu. La voix d'un homme a dit, « Madame, je crois que j'ai acheté le camion de votre père. » Pendant un instant, aucun de nous n'a parlé. Je pouvais entendre un moteur diesel tourner au ralenti, quelque part de son côté de l'appel, suivi par l'aboiement d'un chien. On aurait dit qu'il était à l'extérieur. « Je suis désolé, a finalement dit l'homme. Est-ce que je vous dérange à un mauvais moment? Non, ai-je répondu machinalement. Vous avez dit que vous aviez acheté le camion de mon père. Oui, madame. Sa voix était calme et posée, le genre de voix qui fait penser à quelqu'un, ayant passé sa vie à guider les gens à travers des urgences. Je m'appelle Daniel Harris. J'habite à l'extérieur de Clarksville, au Tennessee. Clarksville. Cela expliquait pourquoi Eric avait dit que l'acheteur venait du Tennessee. C'était à peine à 1 heure de chez nous. J'ai acheté le camion hier après-midi. Mon cœur a recommencé à battre la chamade. Est-ce mon mari qui vous l'a vendu? Oui, madame. J'ai fermé les yeux. Vous a-t-il dit qu'il m'appartenait? Il y a eu un silence. Non. Bien sûr que non. Daniel a continué prudemment, il m'a dit que c'était le camion de feu son beau-père, et que la famille avait décidé qu'il était temps de s'en séparer. J'ai failli rire. La famille. Il n'y avait eu aucune discussion familiale, seulement Eric, prenant une décision pendant que j'étais à des centaines de kilomètres. Je suis tellement désolé, a dit doucement Daniel. Si j'avais su qu'il y avait un quelconque désaccord, je serais parti. Je vous crois. Et curieusement, c'était vrai. Il n'y avait pas la moindre trace de sur la défensive, dans sa voix. Il parlait comme un homme, regrettant sincèrement de s'être retrouvé mêlé au désordre de quelqu'un d'autre. Que s'est-il passé, ai-je demandé. Je restaure de vieux pics UPS, depuis que j'ai pris ma retraite des pompiers. Magnifique camion, d'ailleurs. Celui qui a reconstruit ce moteur, savait exactement ce qu'il faisait. Mon père. Ça se voit. Cette simple phrase m'a presque mis les larmes aux yeux. Papa aurait souri, en entendant cela de la part d'un autre mécanicien. Daniel a poursuivi. Ce matin, j'ai commencé à remplacer quelques planches détachées, à l'intérieur de la cabine. Rien de majeur. J'ai froncé les sourcils. Il y avait une section, qui ne semblait pas être d'origine. Je me suis redressé sur ma chaise. Que voulez-vous dire? Quelqu'un avait construit un compartiment caché, en dessous. J'ai cessé de respirer. Un compartiment? Oui, madame. Mon père n'en avait jamais mentionné un. Je me suis dit qu'il contenait peut-être des pièces de rechange. Qu'y avait-il à l'intérieur? Je n'ai pas tout ouvert. Cela a attiré mon attention. Que voulez-vous dire? Il y avait une enveloppe.
Sa voix s'est adoucie. Il y a votre nom, écrit en travers, sur le devant. Mon nom. Pas Claire Morgan. Pas Madame Eric Morgan. Juste Claire. Exactement de la façon dont papa l'écrivait toujours. Je ne l'ai pas ouverte, a dit Daniel. Ça ne me semblait pas juste. J'ai dégluti avec difficulté. Pourquoi pas? Parce qu'elle ne m'était pas destinée. J'ai regardé à travers la cuisine. Eric était monté à l'étage, près d'une demi-heure plus tôt. Il supposait probablement que j'avais abandonné, pour la soirée. Si seulement il savait. Il y a autre chose, a ajouté Daniel. J'ai aussi trouvé une petite clé en laiton, scotchée sous l'enveloppe. Une clé? On dirait une clé de coffre-fort de banque. Je me suis penchée en arrière, lentement. Rien de tout cela n'avait de sens. Papa avait tout planifié avec soin. Il étiquetait chaque tiroir, dans son atelier. Chaque reçu était classé par année. S'il avait caché quelque chose à l'intérieur du camion, il devait avoir une raison. « Qu'est-ce que mon mari vous a dit d'autre ?» ai-je demandé. Daniel a hésité. Il a dit que plus personne dans la famille ne voulait de ce camion. Les mots ont piqué, plus que je ne l'aurais cru. Personne. Papa savait mieux que quiconque. Il savait que je ne le laisserais jamais partir, de mon plein gré. « Je peux conduire jusque chez vous ce soir, ai-je dit. Il se fait tard. Je viens quand même. C'est à environ 2h30 de chez vous. Ça m'est égal. Daniel est resté silencieux un instant. Puis il a dit quelque chose, qui m'a tellement rappelé mon père, que ça a failli faire mal. Conduisez prudemment. Ce qui se trouve dans cette enveloppe a attendu des années. Ça peut bien attendre quelques heures de plus. Vers 22h, j'avais enlevé mon uniforme, préparé un sac pour la nuit, et démarré mon SUV. Je n'ai pas dit à Eric où j'allais. Il ne l'a pas demandé. En reculant dans l'allée, j'ai jeté un dernier coup d'œil au garage vide. Pour la première fois depuis mon retour à la maison, je ne pensais plus à ce que j'avais perdu. Je pensais à ce que mon père voulait que je trouve. Et d'une certaine manière, j'avais le sentiment que ce voyage était sur le point de changer, bien plus que la simple propriété d'un vieux pick-up. Le soleil commençait tout juste à se lever, quand j'ai franchi la frontière de l'État du Tennessee. Je n'avais pas dormi. Quelque part à l'extérieur de Clarksville, je me suis arrêté dans une petite station-service, j'ai acheté le café le plus fort qu'ils avaient, et j'ai fixé mon reflet dans la vitre pendant qu'il coulait. Mes yeux étaient rouges, et mes cheveux donnaient l'impression que j'avais traversé une tornade. Ça m'était égal. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était l'enveloppe avec mon nom dessus. Daniel m'avait envoyé son adresse par message, vers minuit. Cela m'a mené sur une route de campagne tranquille, bordée de vieux chênes et de clôtures en bois. Sa ferme était située sur près de 20 acres, avec une grange rouge à l'arrière, et 2 vieux pick-up garés à côté d'un atelier indépendant. Alors que je me garais dans l'allée, un homme d'un certain âge, en jean et portant un t-shirt délavé des pompiers, est sorti de l'atelier. Il a levé une main. « Vous devez être Claire. » J'ai hoché la tête. « Vous devez être Daniel. » Il a souri chaleureusement. « Je suis désolé que nous devions nous rencontrer dans ces circonstances. » Moi aussi. Avant qu'aucun de nous ne prononce un mot de plus, mes yeux ont dérivé vers le garage ouvert. Il était là. Le camion de papa. Le soleil du matin se reflétait sur la peinture bleu foncé, que nous avions choisie ensemble, il y a près de 10 ans. La calandre chromée brillait. Les pneus à flanc blanc semblaient exactement, comme papa les aimait. Même à 20 pieds de distance, je pouvais voir que Daniel avait déjà lavé la poussière de la route. Mes jambes se sont affaiblies. J'ai marché vers lui, presque sans y penser. Puis, j'ai posé ma main sur la portière du conducteur. Le métal était froid. J'ai fermé les yeux, pendant une brève seconde. J'avais de nouveau 16 ans. Papa était sous le camion, avec de la graisse sur le visage. Claire, appelait-il, clé d'un demi-pouce.
Je la lui tendais, avant même qu'il ait fini de demander. Il riait toujours. Je savais que tu t'en souviendrais. Une larme a coulé sur ma joue, avant même que je réalise que je pleurais. Daniel m'a tendu doucement un chiffon d'atelier propre. Je fais ça depuis assez longtemps, a-t-il dit. Les vieux véhicules portent des souvenirs. J'ai essuyé mon visage. En effet. Il a déverrouillé la portière du conducteur. Je n'ai touché à rien, après avoir trouvé le compartiment. L'intérieur de la cabine sentait exactement, comme dans mes souvenirs. Le vieux cuir, l'huile de moteur, un soupçon de cèdre provenant du petit bloc, que papa gardait toujours sous le siège. Daniel s'est agenouillé, près du plancher du côté conducteur. J'ai remarqué qu'une vis semblait plus récente que les autres. Il l'a retirée avec soin, puis une autre. Le panneau en bois s'est soulevé. Caché en dessous, se trouvait un étroit compartiment métallique. Mon père l'avait construit si parfaitement, que personne ne l'aurait jamais remarqué, à moins de reconstruire le plancher. Daniel a plongé la main à l'intérieur, et a sorti délicatement une grande enveloppe manille. Sur le devant, écrit avec l'écriture en lettres d'imprimerie familière de papa, se trouvaient 2 simples mots. Pour Claire. Mes genoux ont failli céder. Je vais sortir, a dit doucement Daniel. Non. J'ai levé les yeux. Je préfère que vous restiez. Il a hoché la tête une fois, et s'est appuyé contre l'établi, sans dire un mot de plus. Mes mains tremblaient, pendant que j'ouvrais l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une lettre pliée, une clé en laiton, et une vieille photographie. La photo nous montrait, papa et moi, debout à côté du camion, le jour où nous avions fini de le restaurer. Je me souvenais de ce jour. Nous avions célébré ça avec des hamburgers, dans un petit dîner de Bowling Green. Papa avait insisté pour prendre le chemin le plus long pour rentrer, juste parce qu'il le pouvait enfin. J'ai déplié la lettre. Le papier avait jauni, mais son écriture était incomparable. Ma douce Claire. Si tu lis ceci, c'est que quelqu'un a remué ciel et terre, pour trouver ce que j'ai laissé derrière moi. Ou bien, que quelqu'un a vendu mon camion. Je me suis arrêtée. Daniel m'a regardé. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dégluti. Il savait. J'ai continué à lire. J'espère me tromper. Mais les gens changent, quand l'argent entre en jeu. C'est pourquoi, je ne pouvais pas tout laisser au même endroit. Ma respiration est devenue superficielle. Papa continuait. La clé appartient à un coffre-fort, à la First Kentucky Community Bank, à Bowling Green. Tout ce dont tu auras besoin, t'attend là-bas. Ne laisse pas la culpabilité te garder fidèle, à quelqu'un qui ne t'est pas loyal. J'ai baissé la lettre. Ces mots m'ont frappé plus durement, que tout ce qu'Éric avait fait. Papa ne les avait pas écrits, parce qu'il détestait Éric. Il les avait écrits, parce qu'il avait passé sa vie, à comprendre les gens. Daniel a fini par parler. Votre père a l'air d'être un homme sage. Il l'était, la plupart du temps. Il a souri. Je m'en suis douté, après avoir lu seulement la première ligne. J'ai regardé autour du camion, une fois de plus. Chaque boulon, chaque point de couture sur les sièges, chaque pièce de chrome poli. Papa n'avait pas simplement caché une enveloppe. Il m'avait laissé une dernière leçon. Parfois, les personnes qui vous aiment le plus, vous préparent à des batailles, qu'ils savent ne jamais vivre pour voir. En repliant la lettre dans l'enveloppe, j'ai réalisé que cette histoire ne se terminait pas, avec la découverte du camion. Elle ne faisait que commencer. Daniel a insisté, pour me suivre jusqu'à Bowling Green. Vous avez passé une longue nuit, a-t-il dit, alors que nous nous tenions à côté du camion. Je vais conduire derrière vous, juste au cas où. Normalement, j'aurais refusé. J'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte, à croire que je devais gérer mes propres problèmes. La vie militaire vous apprend, à ne compter que sur vous-même. Mais après tout ce qui s'était passé au cours des dernières 24 heures, j'ai réalisé qu'accepter de l'aide n'était pas une faiblesse. C'était de la sagesse.
Nous sommes arrivés à la First Kentucky Community Bank, un peu avant 10 heures, ce lundi matin. Le bâtiment n'avait pas beaucoup changé, depuis que papa m'y amenait quand j'étais adolescente, pour déposer l'argent de mon anniversaire sur mon compte d'épargne. Même extérieur en briques, même parterre de fleurs. Même la vieille horloge, au-dessus de l'entrée, retardait encore de 5 minutes. À l'intérieur, une jeune guichetière a souri poliment. « Bonjour. Comment puis-je vous aider ?» J'ai posé la clé en laiton sur le comptoir. J'ai besoin d'accéder à un coffre-fort. Elle a examiné le numéro gravé sur l'étiquette. J'aurai besoin de votre pièce d'identité. Quelques minutes plus tard, le directeur de la succursale nous a rejoints. Son badge indiquait Michael Stevens. Il avait probablement la soixantaine, avec des cheveux argentés, et des lunettes de lecture suspendues à un cordon, autour de son cou. Il a regardé la clé, puis moi. La fille de Jack Morgan ? J'ai hoché la tête. Son expression s'est adoucie. Je connaissais votre père. Vraiment ? Il venait chaque Noël, avec de la nougatine aux cacahuètes faites maison. Il a souri. Il disait que les trucs achetés en magasin avaient le goût de carton. Pour la première fois depuis mon retour à la maison, je me suis surprise à sourire, moi aussi. Ça lui ressemble bien. Michael m'a conduite dans la chambre forte. Des rangées de boîtes en acier recouvraient les murs. Il a déverrouillé une première serrure, avec la clé de la banque. J'ai inséré la clé en laiton de papa, dans la seconde. Le petit tiroir en métal a glissé pour s'ouvrir. À l'intérieur, se trouvait une épaisse chemise manille, une boîte en velours, plusieurs enveloppes scellées, et une petite pile de documents, maintenus par un élastique. Michael est discrètement sorti, pour me laisser un peu d'intimité. J'ai pris une lente inspiration, avant d'ouvrir la chemise. Le premier document m'a presque fait la faire tomber. Certificat de titre. Propriétaire, Claire Morgan. Seulement mon nom, pas d'Eric, pas de copropriété. Papa m'avait transféré le camion des années avant sa mort, s'assurant qu'il m'appartiendrait légalement, à moi seul. Le document suivant était encore plus surprenant. Une lettre notariée de l'avocat de papa, expliquant pourquoi il avait arrangé les choses de cette façon. Il craignait qu'après son départ, quelqu'un ne fasse pression sur moi pour vendre le camion, pendant une période difficile de la vie. Sa solution avait été simple. Le protéger. Puis vint une autre enveloppe. Celle-ci portait la mention « À n'ouvrir que si tu doutes un jour de toi-même ». J'ai déplié la lettre avec soin. Claire, si cette lettre devient un jour nécessaire, c'est que quelqu'un t'a déçu, d'une manière que j'espérais ne jamais voir arriver. Écoute-moi attentivement. Perdre la confiance, c'est douloureux. Se perdre soi-même, c'est pire. J'ai cligné des yeux, pour chasser de nouvelles larmes. Papa savait toujours exactement comment dire ce qui comptait. Sous la lettre, se trouvait une épaisse enveloppe, provenant d'une société d'investissement. Je l'ai ouverte. Mes yeux se sont écarquillés. Relevé de compte, certificat, rapport de dividendes. La valeur totale était d'un peu plus de 853 000 $. J'ai vérifié les chiffres 2 fois, puis une troisième. Papa n'avait jamais été riche, ou du moins, je ne l'avais jamais cru. Il avait discrètement investi, pendant des décennies. Chaque compte m'indiquait, comme l'unique bénéficiaire. Il y avait aussi une note manuscrite, attachée au relevé avec un trombone. Ce n'est pas pour le luxe. C'est pour la liberté. Liberté. Le mot résonnait dans ma tête. Liberté de partir. Liberté de reconstruire. Liberté de prendre des décisions, sans peur. J'ai soudain compris, pourquoi papa avait tout caché. S'il m'avait simplement parlé de l'argent il y a des années, quelqu'un d'autre aurait peut-être essayé de le contrôler. Au lieu de cela, il avait attendu, le moment où j'en aurais le plus besoin. Quand je suis sortie de la chambre forte, Michael attendait. « Vous allez bien ? » Je crois que oui. Il a étudié mon visage pendant une seconde.
Votre père faisait confiance à l'avocate Rebecca Lawson, ici à Bowling Green. Il m'a tendu une carte de visite. Elle s'est occupée de toute la planification de sa succession. Moins d'une heure plus tard, j'étais assise en face de Rebecca, dans son bureau. Elle a examiné attentivement le faux acte de vente, que j'avais apporté avec moi. Ensuite, elle l'a comparé à ma vraie signature. Elle n'a pas eu besoin de beaucoup de temps. Elle a levé les yeux. Claire. Quoi? Il ne s'agit plus seulement d'un litige de propriété. Elle a croisé les mains sur le bureau. Votre mari a commis un faux, une fraude, et la vente illégale d'un bien qu'il ne possédait pas. Je l'ai fixé. Après un long silence, elle a ajouté une phrase, qui a tout changé. Et cette fois, vous avez les preuves pour le démontrer. Je n'ai pas parlé à Eric du coffre-fort. Je ne lui ai pas parlé des comptes d'investissement. Je ne lui ai pas dit que j'avais passé l'après-midi, dans le bureau d'un avocat. Pour la première fois de notre mariage, je gardais toutes les cartes en main. Rebecca Lawson n'avait qu'une seule instruction, avant que je ne quitte son bureau. Ne vous disputez pas avec lui. Ne le menacez pas, laissez-le croire, qu'il a le contrôle. Ça paraissait simple. Ça ne l'était pas. Le temps que je me gare dans notre allée, ce soir-là, j'avais répété une douzaine de conversations différentes, dans ma tête. Dans chaque version, j'exigeais des réponses. Dans chaque version, je lui demandais pourquoi. Pourquoi ferais-tu ça? Pourquoi me trahirais-tu? Pourquoi 19 ans n'était-il pas suffisant, pour gagner ton respect? Mais Rebecca avait raison. Aucune de ces questions ne changerait ce qui s'était déjà passé. Eric était dans l'arrière-cour quand je suis rentrée, en train de faire griller des hamburgers, comme si c'était un lundi soir ordinaire. Il a regardé par-dessus son épaule. Te voilà. J'ai posé mon sac de voyage. Où avais-tu disparu, a-t-il demandé. J'avais besoin d'un peu de temps. Il a retourné un hamburger. Tu t'es calmé. J'ai failli rire. Il pensait que j'étais partie parce que j'étais sous le coup de l'émotion. Il n'avait aucune idée que j'avais passé la journée à rassembler les preuves qui pourraient le détruire. Je suis fatiguée, ai-je dit. Tant mieux. C'était tout. Pas d'excuses, pas d'inquiétude, rien. Je suis rentrée à l'intérieur. La voix de Linda résonnait dans la cuisine, provenant du téléphone d'Eric, mis sur haut-parleur. J'ai trouvé le plus mignon des petits hôtels, en dehors de Florence, disait-elle. Ton père aurait détesté dépenser autant pour une chambre, mais c'est pour ça que ton père ne voyageait jamais. Eric a gloussé. Tu le mérites, maman. Je suis passée discrètement, sans dire un mot. Aucun des deux n'a remarqué ma présence. Cette nuit-là, après qu'Eric se soit endormi, j'ai apporté une boîte d'anciens dossiers familiaux dans la salle à manger. Pendant près de 4 heures, j'ai trié chaque document que nous avions, déclaration de revenus, papier d'assurance, immatriculation de véhicule, relevé bancaire. J'ai trouvé des copies des carnets d'entretien du camion. Papa avait tout gardé, même les vidanges d'il y a 20 ans. Vers 2 heures du matin, j'ai trouvé ce que je cherchais vraiment. Notre dossier familial contenait une ancienne copie de ma signature, datant du refinancement de la maison, 12 ans plus tôt. Je l'ai posée à côté de la fausse signature, sur l'acte de vente. Les différences ont sauté aux yeux immédiatement. Eric avait copié la forme, pas le rythme. Il avait fait mon C majuscule trop rond. Il avait appuyé plus fort sur les dernières lettres. Des détails minuscules, mais une fois que je les avais vus, je ne pouvais plus les ignorer. Le lendemain matin, Rebecca a pris des dispositions pour qu'un expert en documents légaux examine le tout. Pendant ce temps, elle a déposé des demandes pour obtenir les images de vidéosurveillance du bureau des immatriculations et a contacté l'agent chargé des documents de l'acheteur. Daniel a également accepté de fournir chaque message texte qu'Eric avait envoyé pendant la vente. Le mercredi après-midi, mon téléphone a de nouveau sonné. Claire, a dit Rebecca, j'ai quelque chose. Quoi? Le bureau des immatriculations a des caméras de sécurité.
Je me suis assise. Ils ont enregistré toute la transaction? Mon pouce est accéléré. Si Eric a signé votre nom devant ses caméras. Elle n'a pas terminé sa phrase. Elle n'en avait pas besoin. Plus tard dans la soirée, Eric est entré dans la cuisine, portant son téléphone. Tu devrais voir les photos de maman. Il a souri. Il s'envole pour Rome en premier. Il a tourné l'écran vers moi. Linda se tenait dans l'aéroport, portant un immense chapeau de soleil et une écharpe rouge vif, tenant une carte d'embarquement comme si elle avait gagné à la loterie. Une autre photo la montrait assise en classe affaires, avec une coupe de champagne. Légende, je vis enfin mon rêve. J'ai regardé la photo pendant plusieurs secondes, puis je lui ai rendu le téléphone. J'espère qu'elle en profite. Eric a souri. Je savais que tu finirais par changer d'avis. Si seulement il savait. Le lendemain après-midi, Rebecca a rappelé. Cette fois, sa voix semblait différente. Confiante. L'expert en écriture a terminé, et il a conclu que la signature est incontestablement falsifiée. J'ai fermé les yeux. Même si je connaissais déjà la vérité, l'entendre confirmée par un expert a rendu les choses douloureusement réelles. Il y aura une enquête criminelle, a poursuivi Rebecca. Mais avant ça, elle a fait une pause, je fais officiellement assigner Eric, demain matin. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine. Eric était en train de tondre la pelouse, complètement inconscient. Pour une dernière soirée paisible, il croyait encore s'en être tiré à bon compte. À exactement 9h12, le jeudi matin, quelqu'un a frappé à notre porte d'entrée. Eric travaillait à domicile ce jour-là. Il avait une conférence téléphonique de prévue, alors il a ouvert la porte, vêtu d'un polo et d'un pantalon kaki, tenant toujours sa tasse de café. J'étais dans la cuisine, faisant semblant de ranger le garde-manger. « Je peux vous aider ?» l'ai-je entendu demander. Une voix calme a répondu. « Eric Morgan ?»« Oui. »« Vous êtes assigné à comparaître. » Silence. Puis, la porte d'entrée s'est fermée plus fort que nécessaire. Quelques secondes plus tard, Eric a fait irruption dans la cuisine, tenant une épaisse enveloppe. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» J'ai levé les yeux de ma boîte de céréales. « Je ne sais pas. » Il l'a déchirée pour l'ouvrir. En parcourant la première page, la couleur a quitté son visage. C'est ridicule. Il a jeté les papiers sur le comptoir. Rebecca avait agi vite. La plainte exigeait une compensation pour la vente frauduleuse, la récupération du camion, les frais de justice, et des dommages-intérêts liés à la falsification et à la fraude financière. Y était joint un avis, l'informant que les forces de l'ordre avaient également ouvert une enquête. Eric m'a regardé. « Tu as vraiment engagé un avocat ? » « Oui. »« Tu aurais pu m'en parler d'abord. » J'ai presque souri. « Tu as vendu le camion de mon père, sans m'en parler d'abord. » Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Pour la première fois depuis mon retour, il n'avait pas de réponse. À l'heure du déjeuner, Linda appelait toutes les 15 minutes. Eric a fini par répondre. Je n'essayais pas d'écouter aux portes, mais elle ne chuchotait pas exactement. « Comment ça, tu es poursuivi en justice ?» a-t-elle crié. « C'est sous contrôle. » Ça n'a pas l'air d'être sous contrôle. Ils réagissent de manière excessive. Elle a ri d'un ton sec. De manière excessive ? C'est un camion. J'ai entendu Eric baisser la voix. Je sais. Non, a rétorqué Linda. Tu ne sais pas. Si ce procès gèle tes comptes, comment suis-je censé payer pour le reste de ce voyage ? Donc, c'était sa plus grande préoccupation. Pas la falsification, pas les mensonges. Les vacances. Eric a promis qu'il allait tout arranger. Après avoir raccroché, il a fait les 100 pas dans le salon, pendant près d'1 heure. Cet après-midi-là, il a frappé à la porte de mon bureau. Je pense que nous avons tous les deux dit des choses, que nous regrettons.
J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. Pas moi. Il a soupiré. Allez, Claire. Non. Ça n'a pas besoin de devenir moche. Ça l'est déjà. Il s'est assis en face de moi. Je t'achèterai un autre camion. Je l'ai fixé. Tu ne comprends toujours pas. C'était juste. Arrête. Je l'ai interrompu. Tu n'as plus le droit de finir cette phrase, désormais. La pièce est devenue très silencieuse. Finalement, il a demandé, que veux-tu? J'ai répondu honnêtement. Je veux la vérité. Tu as la vérité. Non. J'ai croisé les mains. Tu as dit à l'acheteur que la famille était d'accord pour le vendre. Il a détourné le regard. Tu as falsifié ma signature. Tu as transféré chaque dollar à ta mère. Sa mâchoire s'est contractée. J'allais te le dire quand. Il n'a pas pu répondre. 2 jours plus tard, Daniel a appelé. J'ai pensé que vous deviez savoir quelque chose. De quoi s'agit-il? J'ai trouvé un autre dossier, à l'intérieur de la boîte à gants. Mon cœur a raté un battement. Qu'y avait-il dedans? Des carnets d'entretien, principalement. J'ai ri doucement. Ça ressemble bien à papa. Mais il y avait autre chose. Quoi donc? Un carnet manuscrit. J'ai conduit jusque là-bas, l'après-midi même. Le carnet n'était pas un trésor secret. C'était bien mieux. Papa avait noté chaque réparation, qu'il avait jamais effectuée sur le camion, chaque vidange, chaque pièce de rechange, chaque voyage sur la route. Il y avait des petites notes, dans les marges. Claire a enfin appris à passer les vitesses, sans faire grincer la seconde. Elle pense toujours qu'elle est meilleure mécanicienne que moi. Elle a tort. Pour l'instant. Daniel a ri, pendant que je les lisais. Votre père avait le sens de l'humour. En effet. Pour la première fois depuis des jours, j'ai ri aussi. Non pas parce que la vie était redevenue facile. Mais parce que papa avait, d'une manière ou d'une autre, trouvé le moyen de me rappeler que la joie pouvait survivre, même dans les moments les plus sombres. Le lundi matin a apporté une autre surprise. Rebecca a appelé, avant que je ne parte travailler. Les images du bureau des immatriculations sont arrivées, et elles montrent clairement Eric en train de signer votre nom. Je me suis appuyée contre le comptoir de ma cuisine. Aucun doute possible? Aucun. Il a regardé directement dans la caméra de sécurité, pendant qu'il le faisait. J'ai relâché un long soupir. Après presque une semaine, passée à me demander si la justice finirait par le rattraper, c'était enfin le cas. Eric avait passé des jours à insister sur le fait que tout cela n'était qu'un malentendu. Maintenant, il y avait une vidéo prouvant le contraire, et il n'avait aucune idée que le procureur l'avait déjà vu. L'audience était prévue pour un mercredi matin pluvieux, au centre de justice du comté de Christian, à Hopkinsville. Je suis arrivée avec 30 minutes d'avance, non pas parce que j'en avais envie, mais parce que mon père m'avait appris que, si quelque chose comptait, on se présentait avant tout le monde. Le hall du tribunal sentait légèrement le vieux bois, le café, et la cire à parquet. Des avocats se dépêchaient à travers le point de contrôle de sécurité, portant des porte-documents en cuir, tandis que des familles étaient assises silencieusement sur des bancs, attendant des affaires, qui changeraient probablement leur vie. La mienne l'avait déjà fait. Rebecca m'a rejointe devant la salle d'audience 3. Comment tenez-vous le coup? J'ai connu des semaines plus faciles. Elle a souri. Je le crois volontiers. Elle m'a tendu un dossier. Tout est en ordre. Le rapport d'expertise en écriture, les registres de propriété, le transfert bancaire, la déclaration de Daniel, et les images de vidéosurveillance. J'ai regardé l'épaisse pile de papier. Alors, c'est vraiment en train d'arriver. Absolument. Elle a baissé la voix. Une dernière chose.
Quoi? Ne laissez pas Eric vous entraîner dans une dispute, aujourd'hui. Je ne le ferai pas. Il va probablement essayer. Elle avait raison. Dès l'instant où Eric est entré dans le couloir, il m'a repéré. Il avait l'air différent. Son costume n'était pas repassé. Sa barbe avait poussé de façon inégale. Il n'avait pas beaucoup dormi. Derrière lui marchait Linda, portant un tailleur pantalon bleu marine, et tenant un sac à main de créateur que je n'avais jamais vu auparavant. Elle s'est arrêtée devant moi. Claire. J'ai hoché la tête poliment. Linda. Elle a croisé les bras. Tu as été trop loin. Je ne pense pas. C'était une erreur. Non. Ça peut encore être arrangé. C'est déjà fait. Elle a regardé autour du couloir, avant de baisser la voix. Si tu laisses tomber, Eric te remboursera. Je ne veux pas de son argent. Que veux-tu, alors? J'ai répondu sans hésiter. Je veux qu'il assume ses responsabilités. Linda a secoué la tête. Tu détruirais ton propre mariage, pour un vieux pick-up. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non, je mets fin à mon mariage, parce que mon mari a choisi la tromperie, plutôt que l'honnêteté. Elle n'a rien eu à répondre après ça. À l'intérieur de la salle, la juge Eleanor Watkin est entrée à 9 heures précises. Tout le monde s'est levé. L'audience a commencé calmement. Rebecca a d'abord présenté la chronologie des événements. Mes ordres de déploiement, la carte grise du camion, le faux acte de vente, le transfert des fonds. Puis est venue l'heure de la vidéo de sécurité. Les lumières de la salle ont baissé. Sur le moniteur, Eric est apparu au bureau des immatriculations du comté. Il a souri à l'employé, a accepté les papiers, puis a signé mon nom. Pas une fois, mais 2 fois. Il n'a pas hésité. Il n'avait pas l'air confus. Il n'était pas sous pression. Il a simplement falsifié ma signature, tout en jetant un coup d'œil à la caméra de sécurité, toutes les quelques secondes. Quand la vidéo s'est terminée, la salle était silencieuse. L'avocat d'Eric s'est levé. Mon client croyait avoir l'autorité nécessaire. Rebecca l'a interrompu. Le certificat de titre liste clairement, un seul et unique propriétaire. Elle a brandi la copie certifiée. Ma cliente. La juge l'a examiné attentivement, puis s'est tournée vers Eric. Monsieur Morgan. Oui, votre honneur. Votre épouse a-t-elle autorisé cette vente? Eric a hésité. J'ai supposé qu'elle le ferait. Ce n'était pas ma question. Une autre pause. Non. Le mot est sorti avec peine. La juge a continué. Avez-vous signé le nom de votre femme? Eric a baissé les yeux. Oui. Le silence dans la salle semblait plus lourd qu'avant. Puis, Linda s'est soudainement levée. Votre honneur. La juge l'a regardé par-dessus ses lunettes. Madame, à moins que vous ne soyez appelée comme témoin, veuillez rester assise. Linda s'est lentement rassise. Rebecca s'est éclairci la gorge, et a appelé Daniel à la barre. Il a expliqué exactement comment la vente s'était déroulée, comment Eric avait prétendu que la famille voulait vendre le camion, et comment il avait trouvé le compartiment caché. Ensuite, il a regardé directement la juge. Si j'avais su que le camion n'était pas à lui pour le vendre, je serais parti. La juge a hoché la tête, avec appréciation. Quand ce fut mon tour, Rebecca n'a posé qu'une seule question. Que signifiait ce camion pour vous? J'ai pris une profonde inspiration. Il ne s'agissait pas du camion. J'ai jeté un bref regard vers Eric. C'était la dernière promesse que j'ai faite à mon père. La pièce est devenue complètement immobile. Personne n'a parlé. Pas même Eric. Parfois, la vérité n'a pas besoin d'un discours dramatique. Parfois, une seule phrase honnête dit tout. La juge Watkin a fermé le dossier devant elle. J'en ai entendu assez.
Elle a balayé la salle du regard. Je rendrai mon verdict demain matin. Alors que tout le monde commençait à se lever, Eric m'a enfin regardé. Pour la première fois depuis que ce cauchemar avait commencé, il avait l'air effrayé. J'ai à peine dormi, cette nuit-là. Non pas parce que j'étais inquiète de la décision de la juge. À ce stade, Rebecca m'avait discrètement assuré que l'épreuve était accablante. Ce qui me tenait éveillée, c'était tout ce qui viendrait après. Pendant 19 ans, Eric avait été mon mari. Nous avions acheté notre maison ensemble. Nous avions enterré mon père ensemble. Il s'était tenu au premier rang, quand j'avais été promu commandant. Il m'avait serré dans ses bras, pour me dire au revoir, avant chaque déploiement. Quelque part en cours de route, cet homme avait disparu. Ou peut-être, n'avait-il jamais vraiment été là. Le tribunal a repris à 9 heures, le lendemain matin. La salle n'était pas aussi bondée que la veille, mais plusieurs visages familiers étaient de retour. Daniel était assis au deuxième rang, portant la même veste en jean. Rebecca a souri, tout en organisant ses dossiers. Eric avait l'air épuisé. Linda, non. Elle semblait plus irritée qu'autre chose, comme si toute la procédure avait dérangé ses projets de vacances. La juge Watkin est entrée exactement à l'heure. Tout le monde s'est levé. Elle a ouvert le dossier de l'affaire, et a regardé autour de la pièce. Après examen des témoignages, des preuves documentaires, de l'analyse criminalistique de l'écriture, et des images de vidéosurveillance, cette cour conclut que la vente de la camionnette Ford 1968 de la plaignante était frauduleuse. Elle a fait une pause. Le défendeur a sciemment falsifié la signature de la plaignante, et a vendu un bien qu'il ne possédait pas. J'ai senti mes épaules se détendre, pour la première fois depuis des jours. L'acte de vente est par la présente déclaré invalide. Une autre pause. La propriété du véhicule reste à Claire Morgan. Eric a baissé la tête. La juge a poursuivi. Le tribunal ordonne également au défendeur de rembourser à la plaignante les frais de justice, les frais de tribunal, et toutes les pertes financières, résultant directement de cette vente illégale. Rebecca a doucement touché mon bras. C'est fini, a-t-elle murmuré. Mais ça ne l'était pas. Pas tout à fait. La juge Watkin a regardé directement Eric. Les preuves présentées ont également été transmises au procureur de la République, concernant de potentielles charges criminelles. Eric a fermé les yeux. Linda s'est soudainement penchée vers lui. Je t'avais dit de ne pas signer son nom. Les mots ont glissé, avant qu'elle ne réalise ce qu'elle venait de dire. Plusieurs personnes se sont tournées pour la regarder. Même la juge a haussé un sourcil. Linda a immédiatement baissé les yeux vers le sol. Pour une fois, elle n'avait rien d'autre à ajouter. À l'extérieur du tribunal, des journalistes attendaient. Non pas parce que nous étions célèbres. Les petites villes n'ont pas beaucoup d'affaires de fraude, impliquant des véhicules classiques, et les chaînes de télévision locales adorent les histoires avec des détails inhabituels. Une jeune journaliste s'est approchée de moi. Madame Morgan, souhaitez-vous faire un commentaire? J'y ai réfléchi une seconde. Puis j'ai secoué la tête. Il n'a jamais été question de publicité. Elle a hoché la tête respectueusement, et s'est écartée. Daniel m'a rattrapé près du parking. Je suppose que ça vous appartient de nouveau. Il a souri, en levant les clés du camion. Je les ai regardées, mais je n'ai pas tendu la main. Je vous dois toujours de l'argent. Vous ne me devez rien. Si. Vous l'avez acheté honnêtement. Il a haussé les épaules. J'ai payé 28 000. Je rembourserai chaque dollar. Il a ri. Je savais que vous alliez dire ça. Rebecca a souri. J'ai déjà préparé les papiers. Daniel a eu l'air surpris. Vous aviez planifié ça toutes les deux? Je connais Claire depuis presque une semaine, a dit Rebecca. C'est bien assez long. Nous avons tous ri. C'était probablement le premier rire sincère que j'avais eu, depuis mon retour à la maison. 3 jours plus tard,
la banque a complété le transfert. Daniel a accepté exactement ce qu'il avait payé. Pas un centime de plus. En me tendant la carte grise, il a souri. Votre père aurait été furieux, si j'avais essayé de me faire de l'argent sur le dos de son camion. Je pense que vous avez raison. Avant de partir, il a glissé la main dans la boîte à gants, et a sorti le vieux tournevis de papa. J'ai failli oublier. Je l'ai fixé. Le manche en bois était usé et lisse, par des années d'utilisation. Papa avait emporté ce tournevis partout. Gardez-le, a dit Daniel. Il appartient au camion. J'ai enroulé mes doigts autour. Pendant un instant, j'ai eu l'impression de serrer la main de mon père, une dernière fois. En grimpant sur le siège du conducteur, j'ai tourné la clé. Le moteur V8 a pris vie, avec le même grondement profond que j'entendais, depuis que j'étais petite fille. Certains sons ne quittent jamais votre cœur. Tout comme les personnes qui leur ont donné un sens. Les gens pensent que la vengeance est excitante. Comme si vous alliez vous réveiller un matin, gagner le procès, et que soudainement, tout irait mieux. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé pour moi. Le matin, après avoir ramené le camion de papa à la maison, je suis entrée dans le garage avec une tasse de café, et je suis juste restée là. Le camion était de retour, à sa place. La bâche grise reposait soigneusement sur le capot. Tout semblait exactement comme avant mon départ pour la Louisiane, sauf que rien n'était plus pareil. La maison semblait différente, plus silencieuse, plus froide. Eric avait emménagé dans un petit appartement, de l'autre côté de la ville, après que son avocat lui ait conseillé de loger ailleurs, pendant que le divorce avançait. Nous nous parlions à peine, si ce n'est par avocats interposés. Curieusement, me disputer avec lui me manquait. Non pas parce que je voulais qu'il revienne, mais parce que le silence a le don de vous rappeler qu'un chapitre entier de votre vie s'est terminé. 19 ans ne disparaissent pas du jour au lendemain. L'affaire criminelle n'a pas duré longtemps. Eric a accepté une négociation de peine. Rebecca m'a expliqué que les preuves laissaient très peu de place à la contestation, la signature falsifiée, les images de vidéosurveillance, les transferts bancaires, et même le commentaire maladroit de Linda, au tribunal. Ensemble, ils dressaient un tableau qu'aucun jury ne pourrait ignorer. Il a évité la prison, en plaidant coupable de falsification et de fraude, en payant une restitution, et en acceptant une mise à l'épreuve. Certaines personnes m'ont demandé si je pensais que cette punition était suffisante. Honnêtement, je ne passais plus beaucoup de temps à penser aux punitions. J'avais quelque chose de mieux sur quoi me concentrer. La paix. Linda, en revanche, a eu un atterrissage beaucoup plus brutal. Les vacances européennes dont elle avait rêvé, se sont terminées à mi-chemin. Une fois les comptes d'Eric gelés pendant l'enquête, plusieurs réservations d'hôtels ont été annulées. Elle est rentrée chez elle, avec presque 2 semaines d'avance. Un après-midi, je l'ai croisée au Creuset. Elle se tenait dans le rayon des surgelés, fixant des dîners en promotion. Elle m'a remarqué presque immédiatement. Pendant une seconde, aucune de nous n'a bougé. Puis, elle a lentement poussé son caddie vers moi. Je suppose que tu es heureuse. Je l'ai regardée. Non. Elle a froncé les sourcils. Tu as gagné. Je ne voulais pas gagner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'aurais préféré que mon mari dise la vérité. Elle a détourné le regard. Je n'aurais jamais pensé qu'il signerait vraiment ton nom. Je te crois. Cela l'a surprise. Vraiment? Je pense que tu l'as encouragé. Ses épaules se sont affaissées. Mais je ne pense pas que tu t'attendais à ça, ai-je ajouté. Linda a soupiré. Non. Pour la première fois depuis que je la connaissais, elle faisait son âge. Ni glamour, ni confiante, juste fatiguée. J'aurais dû rester en dehors de ça, a-t-elle admis doucement. Oui, ai-je hoché la tête. Je sais. Puis, elle a poussé son caddie vers les caisses, sans un mot de plus. Ce n'était pas du pardon, mais c'était de l'honnêteté. C'était suffisant.
Un mois plus tard, plusieurs anciens combattants de la Légion américaine locale sont passés à la maison. La nouvelle concernant le camion s'était répandue en ville. L'un d'eux, un marine à la retraite nommé Walt, a frappé à la porte de mon garage, portant un chiffon à polir. J'ai entendu dire que ce vieux Ford pourrait avoir besoin d'un peu d'attention. Derrière lui se tenaient 6 autres vétérans. Chacun portait quelque chose. De la cire, des produits de nettoyage, du café, des beignets. En moins d'une heure, mon garage résonnait comme du temps où papa était en vie, des hommes se taquinant, des histoires sur de vieux moteurs, des disputes sur les carburateurs. Quelqu'un insistant sur le fait que Ford aurait dû construire le camion différemment, quelqu'un d'autre insistant sur le fait qu'on ne pouvait pas faire confiance aux gens de chez Chevrolet. J'ai ri plus fort que je ne l'avais fait depuis des mois, non pas à cause des blagues, mais parce que j'ai réalisé que la vie avait doucement recommencé à avancer. En novembre de cette année-là, j'ai conduit le camion de papa lors du défilé du vétéran SD de Hopkinsville. Les enfants saluaient depuis des chaises pliantes. Les vétérans plus âgés me saluaient militairement à mon passage. À mi-chemin sur Main Street, j'ai aperçu Daniel, debout avec sa femme. Il a soulevé son chapeau. J'ai souri, et j'ai klaxonné. Le son a résonné dans tout le centre-ville. L'espace d'un instant, j'ai eu l'impression que papa roulait de nouveau à mes côtés. Et j'ai réalisé quelque chose qui m'a surprise moi-même. La plus grande vengeance n'était pas d'avoir enlevé quoi que ce soit à Eric. C'était de refuser de laisser ce qu'il a fait m'enlever la vie que mon père voulait que j'aie. Une semaine après la fin du procès, j'ai décidé qu'il était enfin temps de nettoyer le camion. Non pas parce qu'il en avait besoin, mais parce que je n'étais pas prête avant. À chaque fois que j'avais ouvert la porte du conducteur, au cours des dernières semaines, je captais l'odeur familière du vieux cuir et de l'huile de moteur, et les souvenirs affluaient, plus vite que je ne pouvais les gérer. Je finissais toujours par m'asseoir derrière le volant pendant quelques minutes, avant de refermer doucement la porte. Ce samedi matin-là semblait différent. Le soleil brillait. L'air du Kentucky avait juste assez de fraîcheur pour vous rappeler que l'hiver n'était pas loin. J'ai apporté un seau d'eau chaude, un aspirateur et une pile de serviettes en microfibre dans le garage. Papa aurait ri. Il disait toujours qu'un camion était fait pour se salir. J'ai toujours insisté sur le fait qu'il méritait d'être propre. Certaines disputes ne se terminent jamais vraiment. Pendant que je passais l'aspirateur sous le siège du conducteur, quelque chose s'est coincé contre l'embout. Ce n'était pas une pièce de monnaie, ni un boulon. C'était un morceau de papier jaune plié, rentré si loin sous le siège, qu'il aurait pu y rester encore 10 ans. J'ai tendu la main, et je l'ai dégagé prudemment. Le papier était cassant, avec l'âge. Mon cœur s'est mis à battre un peu plus vite. C'était une autre note. L'écriture de papa. J'ai souri avant même de l'ouvrir. À l'intérieur, il n'y avait que quelques mots. Continue d'aller de l'avant. C'était tout. Pas de long discours, pas d'instructions, pas de compte bancaire caché, juste 4 simples mots. Je les ai lus, encore et encore. Puis, je me suis assise silencieusement sur le siège du conducteur, pendant plusieurs minutes. Ces mots ne parlaient pas du camion. Ils ne parlaient pas d'Eric. Ils ne parlaient même pas de ce qui s'était passé au tribunal. Ils parlaient de la vie. Papa savait qu'un jour viendrait, où je ferais face à la déception, à la trahison, et au chagrin. Il savait aussi quelque chose, que j'avais presque oublié, pendant ces semaines douloureuses. On ne peut pas passer le reste de sa vie à regarder dans le rétroviseur. Tôt ou tard, il faut passer la vitesse supérieure. Le divorce a été prononcé définitivement, 3 mois plus tard. Il ne restait plus grand-chose à débattre. La maison a été vendue, et nous avons tout divisé selon l'ordonnance du tribunal. J'ai gardé le camion de papa. Eric a emballé le reste de ses affaires dans un camion de déménagement de location, un mardi après-midi pluvieux. Avant de partir, il est resté dans l'allée, pendant un long moment. Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive, a-t-il dit doucement. Je te crois. Il a eu l'air surpris. Vraiment?
Je ne pense pas que tu avais prévu de perdre ton mariage. Il a baissé les yeux. Mais tu étais prêt à prendre ce risque, ai-je dit. Il a hoché la tête une fois. Il n'y avait rien d'autre à ajouter. Parfois, les conversations les plus dures se terminent sans colère, juste avec la vérité. Je l'ai regardé s'éloigner en voiture. Puis je suis rentrée à l'intérieur. Non pas parce que j'avais hâte de fermer la porte derrière lui, mais parce que j'étais enfin prête à en ouvrir une autre. Ces jours-ci, je sers toujours dans l'armée, bien que la retraite ne soit plus très loin. Le week-end, je sors le Ford de papa pour de longues promenades, à travers les routes secondaires de l'ouest du Kentucky. Parfois, je m'arrête pour prendre un café, dans de petites villes que nous avions visitées ensemble, il y a des années. Parfois, je ne m'arrête nulle part. Je me contente de conduire. Il y a quelques mois, j'ai commencé à faire du bénévolat, pour un programme local qui encadre les jeunes femmes, quittant le service militaire. Beaucoup d'entre elles sont nerveuses, à l'idée de recommencer à zéro. Je comprends ce sentiment, mieux que je ne l'aurais jamais imaginé. Lorsqu'elles me demandent ce qui m'a aidé à traverser la saison la plus difficile de ma vie, je ne parle pas du procès, de l'argent, ou même du camion. Je leur dis ceci. Les gens peuvent vous prendre des choses. Ils peuvent mentir. Ils peuvent vous décevoir. Mais ils ne décident pas de la personne que vous devenez après ça. Cela reste votre choix. Et chaque matin, vous avez une nouvelle chance de le faire. Si mon histoire vous a rappelé quelqu'un que vous aimez, ou peut-être vous a rappelé de vous accrocher un peu plus fort, aux personnes et aux souvenirs qui comptent vraiment, j'espère que vous garderez ce sentiment avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Et si vous le souhaitez, j'espère que vous vous joindrez à moi de nouveau, pour une autre histoire. Fin.